Alors, il y a un énorme problème aujourd'hui. Il y a un gigantesque problème qui est celui des algorithmes. Et il va falloir en sortir, il va falloir faire quelque chose parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les plateformes qu'on utilise au quotidien sont en train de nous ruiner la vie. C'est-à-dire que pour les réseaux sociaux, nous sommes aujourd'hui des pions, nous sommes des objets qui sont utilisés et qui sont manipulés pour en tirer quelque chose, de l'attention et donc de l'argent à terme. Et il y a des mécanismes qui sont... Mais vraiment, le mot n'est pas complètement dément, tu le verras, le mot est justifié, qui sont maléfiques. Alors, ce que je te propose, c'est de commencer par te parler de la radicalisation par les algorithmes, avec notamment une citation qui vient de Facebook pour te montrer quelle est un peu l'attitude mentale des personnes qui travaillent chez ces entreprises-là. Alors, on va commencer par là, donc une page Wikipédia que tu peux aller regarder par toi-même, qui n'existe pas en français, qui s'appelle Algorithmic Radicalization, donc la radicalisation algorithmique, et j'en ai traduit une portion sur un outil de traduction qui s'appelle DeepL, que tu connais peut-être, qui nous explique ce que c'est que la radicalisation algorithmique. Donc l'idée, c'est que les sites populaires tels que YouTube et Facebook conduisent les utilisateurs vers des contenus de plus en plus extrêmes au fil du temps, ce qui les amène à développer des opinions politiques extrémistes radicalisées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses là qui viennent de Facebook. Ça vient d'une fuite de données de 2021. Et Facebook a admis que, citation, « Les mécanismes de nos plateformes ne sont pas neutres, concluant que pour atteindre des profits maximums, l'optimisation de l'engagement est nécessaire. » Ce qu'on appelle engagement, c'est quoi ? C'est les clics, c'est les commentaires, c'est les partages, enfin toutes les actions qui sont faites par les utilisateurs. Donc concluant que pour atteindre des profits maximum, l'optimisation de l'engagement est nécessaire. Et afin d'accroître l'engagement, les algorithmes ont constaté que la haine, la désinformation et la politique jouaient un rôle déterminant dans l'activité des applications. Et je vais finir par là, je ne vais pas lire tout le truc, mais comme indiqué dans le mémo, citation, « Plus le contenu est incendiaire, plus il maintient l'engagement des utilisateurs et plus il est stimulé par l'algorithme. » Voilà. Donc, c'est la façon dont ça se passe, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent, enfin, tu vois, qui mettent au point ces algorithmes et qui les maintiennent, sont non seulement au courant de ça, mais ont compris et finalement travaillent dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'ont compris que pour gagner de l'argent, finalement, il faut absolument favoriser les contenus incendiaires, les contenus qui sont du grand n'importe quoi, ou les contenus finalement qui sont violents. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la radicalisation algorithmique. Maintenant, au-delà de ça, il y a un deuxième problème auquel on fait face aujourd'hui et qui finalement donne du bois. C'est comme si la radicalisation algorithmique était un feu et qu'on rajoutait du bois sur ce feu-là. C'est le contexte politique dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, si tu as le même âge que moi, ou même si tu es plus jeune que moi, tu le sais, tu l'as constaté, il y a quelque temps, on va dire avant Trump, en fait, pré-Trump, donc pré-2016, on va dire. Il y avait à peu près des personnes il y avait dans nos entourages, dans nos familles, finalement, des gens de gauche et des gens de droite. Bon, les gens de gauche, souvent, étaient capables de discuter avec les gens de droite. Bon, on savait que l'oncle Michel, il était plus de gauche et que la tante Jacqueline, elle était plus de droite. Bon, parfois, lors des dîners de famille, il pouvait y avoir des choses un peu houleuses et tout, mais bon... ça allait. Aujourd'hui, le contexte a changé, c'est-à-dire, c'est même pas le début de Trump, c'est plutôt la fin de Trump. Et puis aujourd'hui, sous Macron en France, Macron a vraiment représenté ça en France, Biden aussi aux États-Unis. C'est-à-dire que on a une sorte de... Alors, je veux pas faire de la politique dans cette vidéo, je veux juste décrire le contexte. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un groupe majoritaire, en fait, qui est, ça a été tout l'objectif de Macron, finalement, pendant sa campagne, qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est pas le problème ici, c'est que l'objectif a été de réunir la droite et la gauche. Hein, si tu te souviens, c'était ça, c'était d'avoir à la fois des ministres de droite, des ministres de gauche, enfin, tu vois, de plus faire, voilà, de créer un truc unique, en fait, voilà. Et c'est-à-dire de nettoyer la gauche et la droite. Regarde aujourd'hui le Parti socialiste à quoi il ressemble, ça n'existe quasiment plus. Et le parti de droite, les Républicains, aujourd'hui, c'est juste une coquille vide par rapport à ce que c'était juste quelques années avant. Bon, c'est-à-dire, c'est même plus des partis qui ont pignon sur rue quasiment. Enfin, si, ils ont pignon sur rue, mais je veux dire, ça ressemble à, je sais pas, ça ressemble à un boui-boui. Il n'y a plus personne dedans, comparé à des partis qui étaient autrefois ultra minoritaires et qui du coup ont monté. Bon, et au milieu, on a, si tu veux, un parti normal, entre guillemets,
et autour des personnes qui sont contre ce parti normal, et donc qui vont être vues, qui ont tendance à être vues comme des extrémistes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une balance, comme ça a toujours été le cas, enfin pas toujours, mais comme ça a été le cas la plupart du temps dans la démocratie moderne, entre deux optiques, je sais pas, enfin voilà, les républicains et les démocrates aux États-Unis, la droite et la gauche en France, enfin il y a toujours eu une balance. La droite allait trop loin parfois dans les trucs de droite, donc du coup c'était contrebalancé après par un gouvernement de gauche qui allait trop loin dans les trucs de gauche, c'était contrebalancé. Et du coup ça crée une sorte d'équilibre. Bon, je sais pas si on peut être pour ça, contre ça, peu importe, mais bon, il faut décrire les choses telles qu'elles sont, et c'est comme ça qu'elles sont. Et aujourd'hui, bon bah, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on a un truc que certains appellent le mainstream, ou que, voilà, on pourrait appeler la normalité, entre guillemets, et tout ce qui sort de cette normalité va avoir tendance à être ostracisé. Et étant donné que ce qui sort de cette normalité va être pointé du doigt, eh ben, les personnes qui se retrouvent pointées du doigt vont avoir tendance à se sentir pointées du doigt, ce qui est bien normal, et donc à se radicaliser. C'est-à-dire, quand on se sent exclu, quand on se sent rejeté, bah, on va avoir tendance à aller encore plus à fond ou à devenir encore plus, voilà, enfin, tu vois, à trouver justifié finalement qu'on ait un combat contre les personnes qui essayent de nous exclure. Donc en fait, tout ça est un cercle vicieux dans lequel on a, si tu veux, une mainstreamisation, une normalisation des idées politiques, et tout ce qui va sortir de ce cadre va avoir tendance à être vu ou à être vraiment, dans certains cas, extrémiste. C'est-à-dire qu'on a soit t'es normal, soit t'es un extrémiste. Et aujourd'hui, sur des tonnes de sujets, mais tu peux prendre n'importe quel sujet qui est polémique aujourd'hui ou qui l'a été lors de ces dernières années, tu vas voir qu'il y a toujours cette dichotomie, c'est-à-dire qu'on est passé d'un monde dans lequel il y avait plusieurs opinions sur un sujet, souvent l'opinion de droite, l'opinion de gauche, mais parfois ça n'avait rien à voir avec la droite et la gauche, c'est-à-dire il y avait un problème de société, puis il y a des gens qui pensaient X et des gens qui pensaient Y. Il y avait un débat. Parfois, ils avaient un peu du mal à s'entendre, mais bon, il y avait un débat, et puis on arrivait à respecter tout le monde, voilà. Donc il y avait l'opinion A, l'opinion B sur chacun des sujets polémiques du moment et tout. Aujourd'hui, on est passé dans un monde dans lequel il y a l'opinion normale, entre guillemets, et il y a l'opinion des fous, entre guillemets. Et donc ça encourage, si tu veux, les personnes qui sont pas d'accord avec les choses normales, entre guillemets, à faire partie parfois de groupes qui vraiment, du coup, peuvent partir complètement en live ou en vrille, et sont incités à partir en live et en vrille parce qu'ils ne sont pas acceptés dans le débat. Et du fait qu'ils ne soient pas acceptés dans le débat, bah, ça renforce, tu sais comment ça se passe. Quand on se sent rejeté, on a tendance à se radicaliser, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, on se sent justifié dans le fait, c'est-à-dire c'est comme si on mettait du bois sur le feu d'une colère, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a un vrai problème autour de ça, c'est-à-dire que même des personnes qui sont dans le cadre de cette normalité-là vont avoir beaucoup de mal aujourd'hui à exprimer une opinion divergente, avec même un tout petit détail de la liste des choses dans lesquelles croient les gens, entre guillemets, normaux, ou le parti de la normalité, ou le groupe normal. Et ces gens-là, souvent, vont même s'auto-censurer. C'est-à-dire qu'on peut être dans ce groupe normal, partager la plupart des opinions de ce groupe normal. Par contre, moi, sur le point A, je suis pas d'accord et je pense qu'on devrait avoir une discussion là-dessus. Sur le point B, je suis pas d'accord et je pense qu'on devrait avoir une discussion là-dessus. Ces gens-là ne vont pas le dire, vont s'auto-censurer, parfois s'auto-brainwasher, parce que amener le point A sur la table et dire, voilà, attention, moi sur le point A, je suis pas d'accord, ça veut dire que tu es d'accord avec des gens qui sont en dehors du cadre de la normalité, et donc du coup, on va t'assimiler à des fous, à des extrémistes, à des gens qui sont complètement partis en vrille, etc. Et donc, tu vas te faire exclure de ce cadre de la normalité, et donc ta vie, ta carrière politique, tout, ta respectabilité, va partir à l'égout. Bon. Et donc, si tu associes ce phénomène-là au contexte finalement à ce que font les algorithmes. C'est-à-dire, les algorithmes aujourd'hui, c'est un moyen de gagner de l'argent qui est basé sur justement le renforcement des contenus incendiaires, des débats enflammés, de tout ça. Et donc, du coup, les deux mis ensemble, ça crée un contexte qui est ultra explosif, qui est vraiment dangereux. C'est comme si tu mets deux produits qui peuvent exploser mis ensemble, et on est à deux doigts d'une explosion majeure. Moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'on est à deux doigts d'une explosion majeure. De la façon dont ça va se produire, j'en sais rien, mais on peut pas, c'est-à-dire que quand tu vois la courbe finalement, la progression de
finalement, du côté incendiaire de tous ces débats-là, du fait qu'aujourd'hui, il y a des familles qui se retrouvent brisées parce que les gens sont pas d'accord. Enfin, un truc qui aurait été impensable il y a 10 ans. Oui, ça arrivait dans quelques familles, voilà, comme tu trouves toujours un exemple pour contredire il y a toujours un exemple minoritaire. Mais aujourd'hui, il y a des familles entières qui se retrouvent, des parents qui parlent plus à leurs enfants, des enfants qui parlent plus à leurs frères et sœurs, des couples qui se sont séparés pour une question de vidéos qu'ils ont vues sur YouTube. Pour une question que madame regarde les contenus de tel mouvement et puis monsieur regarde les contenus du mouvement opposé et donc ils se fritent à chaque dîner, et du coup ça développe de la haine, ils n'arrivent plus à se supporter et au bout d'un moment ils veulent même plus se parler, ils voient l'autre comme un danger, ils voient l'autre même comme limite un terroriste ou une terroriste et on a vite fait de se faire happer par ça. Moi je sais que ça m'est arrivé, alors je t'en parle en connaissance de cause que ça m'est arrivé. Pourquoi ça m'est arrivé ? Parce que, si tu veux, quand tu traînes trop dans un contexte qui a tendance à favoriser ça, à te montrer les gens qui pensent pas comme toi comme des ennemis qui veulent t'étriper, enfin pas t'étriper, mais tu vois, tu en viens à voir des gens finalement que t'aimes bien ou qui font partie de ta vie, c'est juste que t'as une opinion différente sur certaines choses, comme des ennemis, comme des dangers finalement. Et ça, finalement, ça active la partie de ton cerveau qui est faite pour scanner les dangers, c'est-à-dire, tu sais, ce qui nous servait quand on vivait dans la nature, scanner l'environnement pour voir s'il n'y avait pas une bête sauvage qui voulait nous bouffer, et ça déclenche ça, et donc derrière, ça va déclencher un instinct, soit d'action, c'est-à-dire de taper l'ours, ou voilà, de choper un silex pour se défendre, donc de violence, soit de fuite en fait. Et donc de fuite, ça veut dire quoi ? De renfermement sur soi-même, etc. Et tout ça, forcément, c'est pas bon. Les gens peuvent pas se sentir bien dans un contexte pareil. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est ce problème-là. Ensuite, le troisième problème, c'est le phénomène de bulle. Bon, le phénomène de bulle, c'est quoi ? Ça a été décrit, il y a des recherches gigantesques là-dessus, c'est un fait, c'est connu. C'est que, et d'ailleurs tu as pu le constater toi aussi, c'est que tu commences à regarder une vidéo sur un sujet. Par exemple, une vidéo d'un mouvement d'idées, précis. Parfois, tu regardes ça par curiosité. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de regarder un truc pour savoir ce que pensait tel groupe de gens ou quel était que disaient les gens qui suivaient telle idéologie sur le sujet A. Bon. Donc je regarde une vidéo, je dis ah ouais tiens, ils pensent ça comme ça, ouais, c'est intéressant. Bon, il y a des trucs je suis pas d'accord, des trucs ouais là-dessus sur le constat des problèmes, ils ont plutôt raison, sur les solutions, je suis pas trop d'accord. Bon allez, je regarde une deuxième vidéo. Bon allez, c'est intéressant quand même, je regarde une troisième vidéo. Bon ça y est, j'ai regardé 3 vidéos, 5 vidéos. Je pense avoir une vision, je comprends en tout cas ce que ces gens-là pensent. Bon, tranquille, je vais faire ma journée tranquillement, je vais manger, je vais faire mon travail, je vais faire ma vie quotidienne. Le lendemain, je me reconnecte à YouTube et on va me proposer plus de vidéos de personnes qui sont dans ce courant idéologique-là. Alors, vu qu'on m'en propose, moi je clique, je regarde, tac, et plus j'en regarde, plus on va m'en montrer, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça me crée une bulle dans laquelle je ne vois plus que du contenu qui vient de là. Alors parfois, le danger de ça, c'est que, tu sais, moi j'ai une idée là-dessus qui est bien précise, qui est bien particulière, je la partage avec toi, tu en fais ce que t'en veux, je te demande pas d'être d'accord avec moi. Moi, j'ai tendance à croire qu'il y a une différence entre le constat d'un problème et les solutions qu'on veut apporter. C'est-à-dire, moi, il y a beaucoup de courants, par exemple, avec lesquels je suis entièrement d'accord sur le constat du problème. C'est-à-dire, les problèmes qu'ils dénoncent, les problèmes qu'ils constatent et qu'ils dénoncent, je suis entièrement d'accord avec eux. Il y a une vraie injustice ou il y a un vrai problème de ce côté-là. Maintenant, je ne suis pas toujours d'accord sur les solutions que ce mouvement propose d'apporter. Et finalement, si on est honnête avec soi-même, je veux dire, ça ne peut qu'être le cas. C'est-à-dire que on peut très bien constater un problème sans être d'accord avec les solutions qui sont apportées par un mouvement ou par un autre. Ce qui veut dire qu'au final, on peut être d'accord avec plusieurs mouvements, parfois même avec plusieurs mouvements opposés, au moins sur le constat des problèmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rejeter des groupes entiers comme ça en disant vous êtes tous des allumés, tout ce que vous dites c'est n'importe quoi, vous avez fumé des trucs ou on sait pas, même parfois on va déshumaniser ces gens-là, les gens qui pensent pas comme nous ou qui n'ont pas la même vision, alors que parfois il est indéniable que sur le constat du problème, ils ont raison. C'est juste que sur les solutions, on n'est pas d'accord. Donc peut-être ça serait intéressant justement de parler avec ces gens-là, de discuter, de même, pourquoi pas, construire quelque chose, dire on est d'accord sur les problèmes. Mais ça, on peut le faire que dans un contexte apaisé. Ça, c'est possible que dans un contexte de respect mutuel. Et étant donné le contexte qu'on a aujourd'hui, incendiaire, de rajouter de l'huile sur le feu, etc., d'aller mettre en valeur finalement tous les actes de violence verbale possibles et imaginables pour faire des vues et pour faire de l'argent,
ça devient impossible. Et donc, du coup, il n'y a plus que la violence, il n'y a plus que la confrontation comme issue, et comme on le sait, ça amène rarement quelque chose de bon. Bon, donc il y a le phénomène. Alors, je reviens à mon phénomène de bulle. Donc, ce qu'il y a quand tu regardes, par exemple, des membres de ta famille qui sont à fond dans un mouvement d'idées, ou qui sont à fond dans une vision de la société, par exemple les gens qui regardent que des contenus ultra noirs, tu vois, les trucs vraiment sombres où on te dit que tout est en train de partir en vrille, mais sans apporter de solution. Moi, je suis d'accord, par exemple, sur les constats. Oui, la société occidentale, le monde moderne, voilà, c'est en train de partir en vrille. Par exemple, là, moi, je suis d'accord avec tous les mouvements qui ont ce constat-là, qui constatent ce problème. Maintenant, on n'est pas toujours d'accord sur les solutions, bien entendu. Mais quand tu vois des personnes de ta famille, par exemple, qui regardent beaucoup de contenu un peu comme ça, et bah tu te rends compte, si tu regardes, tu leur demandes de regarder leur compte YouTube ou leur compte Facebook ou leur compte Instagram ou leur compte ceci ou cela, et tu regardes ce qu'on leur propose dans leur flux d'actualité ou dans leur voilà, sur la page principale quand ils se connectent à YouTube, et tu vas voir que l'algorithme en fait leur propose que des contenus comme ça. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut juger une personne, même quand on n'est pas d'accord avec elle, si, lorsqu'elle se connecte à ce qu'elle consulte tous les jours, on lui propose que ça. Ça devient sa réalité. C'est-à-dire qu'elle vit vraiment dans une réalité dans laquelle tout le monde dit la même chose et tout le monde dit X ou tout le monde dit Y du fait des algorithmes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette diversité, ce fait d'aller regarder des choses avec des opinions différentes et tout, qui exerce justement notre capacité à discuter de façon constructive, en fait, avec les autres. Bon. Tu sais, notamment, il y a un concept que moi, je trouve super intéressant, qui est le concept de consensus. Je sais pas si tu as regardé... Tu sais, souvent, les gens qui créent des nouvelles façons de vivre en commun réinventent aussi les façons de... Enfin, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites autour de ça, hein, de recréer une façon de vivre en commun un peu à leur manière, quoi, autour d'une idée, autour d'une façon de vivre, autour d'autre chose, autour d'un projet. Et très souvent, les gens qui décident de vivre comme ça, ils adoptent une manière de prendre les décisions qui est basée sur le consensus. Il y a des bouquins entiers écrits là-dessus, c'est fascinant. Et le consensus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour éviter si une décision est prise à la majorité, par exemple, les gens qui ont voté contre cette décision, ils se retrouvent lésés ou ils se retrouvent avec un truc qu'ils n'en voulaient pas. Et on va essayer d'atteindre un consensus, c'est-à-dire qu'on va discuter, on va faire des compromis, on va modifier le truc jusqu'à ce que tout le monde puisse être d'accord. Alors ça, c'est pas possible ou c'est très difficile à faire à l'échelle d'un pays, mais à une plus petite échelle, c'est faisable. Et finalement, tu te rends compte que le consensus, moi je suis convaincu, dans beaucoup de cas, à chaque fois qu'on fonctionne en groupe, en tout cas quand le groupe est petit, c'est-à-dire qu'il est à taille humaine, c'est toujours une meilleure solution parce qu'il n'y aura pas de frustration et on arrive à comprendre les problématiques des autres personnes. C'est-à-dire plutôt que d'imposer son truc comme étant la vérité absolue, on peut constater que l'autre personne, effectivement, a tel souci que moi, j'ai pas. Et donc, on va faire un compromis et on va trouver une solution qui convienne à tout le monde. Bon, aujourd'hui, c'est impossible de faire ça. C'est-à-dire que dans ce cadre ce phénomène de bulle, déjà, qui permet, qui rend les gens... Finalement, qui crée une sorte de réalité parallèle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me connecte à une plateforme, je vais voir toujours le même type de contenu et donc ça devient ma réalité. Et donc, du coup, je ne peux pas admettre que quelqu'un qui ne soit pas d'accord avec ça puisse avoir un élément de vérité, même dans le constat des problèmes. Donc voilà, radicalisation. Ensuite, il va y avoir les algorithmes, deuxième chose, qui vont mettre de l'huile sur le feu, mettre de l'huile sur le feu, mettre de l'huile sur le feu, qui servent à ça. Et puis, troisièmement, il va y avoir le contexte qui fait que de plus en plus, on a un bloc, si tu veux, qui va être le bloc de la normalité, et tout ce qui dépasse, finalement, va tomber dans les gens à qui on va pas parler, les extrémistes, les machins, les trucs, et du coup, effectivement, ce phénomène-là renforce l'extrémisme des gens qui sont sortis du truc, parce que forcément, quand tu te sens exclu, t'as envie de te battre, t'as envie de machin, et tu vas pas être modéré, t'as aucune envie d'être modéré. Donc ce phénomène-là renforce justement, ou en tout cas, met de l'huile sur le feu de l'extrémisme et de la radicalisation. Et donc, du coup, ce contexte-là fait que c'est très difficile, finalement, de revenir à quelque chose de plus empathique. Qu'est-ce que l'empathie ? L'empathie, c'est la clé à tout ça. L'empathie, ça consiste à pouvoir comprendre quelqu'un, même se mettre à sa place, sans forcément être d'accord avec lui. C'est-à-dire comprendre que la personne a effectivement une souffrance ou qu'elle a un problème. Et regarde, moi je te propose l'exercice. Exercice super intéressant. Tu prends le sujet qui est le plus important pour toi, sur lequel toi, tu es le plus passionné, mais vraiment en termes d'idées, par exemple, tu vois, ou de combat, ou d'indignation. Vraiment le truc qui te remue les tripes, tu ressens une injustice là-dessus, ou tu te bats, toi, pour des idées autour de ce truc-là. Et regarde les gens qui sont à l'opposé de toi. Les gens qui t'énervent, les gens que tu as envie d'insulter sur les réseaux sociaux, les gens, voilà. Tu prends ces gens-là, et juste 2 secondes,
tu fais une pause là sur la façon dont on voit le monde aujourd'hui, hop, pause. Et on essaye de se mettre à la place de cette personne depuis qu'elle est née. Voilà, le contexte dans lequel elle a été, les lectures qu'elle a faites, les contenus qu'elle a vus, la bulle Internet dans laquelle elle était, c'est-à-dire la bulle, quand elle se connecte à YouTube, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'on lui propose, quand elle se connecte à TikTok, qu'est-ce qu'on lui propose, les amis, les discussions qu'elle a eues, et en se mettant dans la tête de cette personne et en refaisant tout ce cheminement dans ta tête, regarde si tu étais à la place de cette personne, tu n'aurais pas des grandes chances de penser de la même façon qu'elle. Et en te mettant à sa place, si tu rencontres cette personne-là, probablement que tu pourras avoir une discussion ou un débat qui est beaucoup plus constructif. Et finalement, c'est la seule façon d'arriver à quelque chose. C'est la seule façon, c'est déjà la première étape, c'est de comprendre la douleur ou l'injustice ressentie par quelqu'un ou par un groupe de personnes. Tant qu'on n'a pas été capable de faire ça, on ne pourra pas avoir un débat sain, on ne pourra pas avoir... Mais vraiment, ça ne sert à rien même de faire des vidéos, du contenu sur le web, des trucs et tout machin sur les idées, tant qu'on n'arrive pas à admettre la souffrance ou l'injustice vécue par le camp adverse, ou le sentiment d'injustice ou de souffrance, ou de trucs qui ne sont pas normaux, ou de trucs qui les font souffrir, ou des peines finalement, que ressentent ces personnes-là. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que la conversation devient possible. Et on le voit dans nos familles, en famille par exemple, ou avec tes amis, quand tu as une contradiction, quand il y a un membre de la famille ou une personne dans ta famille qui n'est pas d'accord avec tout le monde et qui commence à taper sa crise, à mettre les poings sur la table et tout. Si tu essayes de résoudre ça dans la violence, en mettant de l'huile sur le feu, en gueulant plus fort que l'autre, on a tous tendance à le faire, moi le premier, on est tous... parce que on est pris par le moment, tu vois, mais... Finalement, on se rend compte avec le recul que ça a fait qu'empirer les choses. Et quand on regarde dans notre passé, les situations de ce type-là qu'on a réussi à résoudre, là où on a pu atteindre d'ailleurs un consensus qui a été positif pour tout le monde, c'est quand on a réussi à se mettre à la place de l'autre et à comprendre qu'effectivement, ce problème-là, je comprends, même si pour moi, ça me paraît complètement étranger, je comprends que pour toi, ça crée de la frustration. Je comprends que pour toi, ça crée un sentiment d'injustice. Je comprends que pour toi, ça puisse créer de la colère ou de la souffrance, même si moi, je ne suis pas dans ce contexte-là, donc je ne ressens pas ça. Je ne suis pas forcément d'accord avec les solutions que tu proposes, mais sur le constat des problèmes, je ne peux pas nier que tu ressens vraiment un problème. Et c'est seulement à partir de là qu'on pourra avoir une discussion constructive et viser un consensus. Voilà. Donc, le problème, c'est que le contexte aujourd'hui ne nous permet pas de faire ça. Alors, quoi faire ? Moi, ce que j'ai trouvé qui était la meilleure façon, en tout cas pour moi, pour m'extraire de ça, c'était de consulter du contenu en dehors des algorithmes. Par exemple, regarde, si je vais sur mon compte YouTube, je vais te montrer à quoi ressemble mon compte YouTube. Donc, je vais juste... Attends, je coupe le son pour pas que ça le mette le son sur la vidéo, mais... Je vais charger une vidéo, par exemple, je sais pas, on va chercher quoi ? On va chercher une vidéo sur les fleurs, voilà. Une vidéo sur les fleurs, voilà, bon, peu importe, je tombe sur une chanson sur les fleurs, tu vois. Oui, je vais partager mon écran, pardon, voilà. Oula, c'est pas ça, j'ai appuyé sur le mauvais truc, voilà, hop. Donc, une chanson sur les fleurs, tu vois qu'ici, sur le côté, je n'ai pas de suggestion YouTube. Si je vais sur YouTube, sur la page principale, j'ai ça. Donc, en fait, tout est basé sur des recherches et des abonnements. Et donc là, si je suis là, j'ai pas de... Donc, il y a des extensions pour ton navigateur qui te permettent de faire ça. Donc, moi, j'utilise une extension qui s'appelle Focus, je crois, qui te permet de cacher ça. Ensuite, une autre chose que je fais, c'est que j'utilise un lecteur, un vieux lecteur... Enfin, c'est une vieille technologie, les lecteurs de flux RSS. Moi, j'en utilise un qui s'appelle Feedbin. J'en parle souvent parce que c'est super. Avant, j'utilisais un autre qui s'appelle InnoReader. Aujourd'hui, j'utilise Feedbin, Feedbin. Et dedans, en fait, c'est une application. Ça peut se consulter sur navigateur ou sur téléphone ou autre. En fait, tu rajoutes tous les sites que tu veux suivre. Et tu peux rajouter aussi des chaînes YouTube, des newsletters, parce que ça te fournit un email, tu vois, que tu peux mettre pour t'abonner à des newsletters. Et en fait, tu as tout ton contenu dedans, mais il n'y a pas d'algorithme. C'est-à-dire, c'est les personnes que toi, tu as choisi de suivre. Et comment est-ce que je découvre des nouveaux contenus ? Je découvre des nouveaux contenus par deux moyens. Premièrement, faire des recherches sur un sujet qui m'intéresse. Donc, je recherche et je regarde qu'est-ce qu'on me... Voilà. Et deuxièmement, les contenus ou les chaînes ou les sites qui sont conseillés par des créateurs que je suis déjà et que j'aime bien et en qui je fais confiance. Et j'ai trouvé que ça me permet de vivre beaucoup plus sereinement, d'arriver enfin à me détacher complètement finalement de ces machines à haine et de ces machines à émotions négatives qui nous pourrissent nos journées, qui pourrissent nos relations avec nos proches, qui nous empêchent de nous comprendre, qui nous empêchent d'atteindre un consensus ou même une simple compréhension
de ce que ressent la personne en face. Et moi, j'ai trouvé que ça a eu un impact énorme sur ma vie, sur mon quotidien, de refuser les algorithmes. Alors, ça veut dire aussi que du coup, j'utilise pas de plateformes de type TikTok ou autres qui sont entièrement basées sur des algorithmes, bien que je suis pas sûr si on peut suivre des comptes TikTok sur Feedbean, mais il y a probablement des outils qui permettent d'en suivre. Moi, je refuse juste aujourd'hui d'être une victime de ça, d'être une victime des algorithmes. Le choix du contenu que je consulte, je veux le choisir de la même façon que je choisis la nourriture que je mange. Tu vois, moi, j'ai pas envie d'être dans un contexte dans lequel on me gaffe comme une oie de nourriture que j'ai pas choisie. Hein, je veux choisir ce que je mange. Mais je veux choisir aussi ce que mange mon cerveau, ce que mangent mes émotions. Et c'est quoi ça ? C'est le contenu que je consulte. C'est l'information qui va rentrer à l'intérieur de ma tête, en fait. Et moi, ce que je te propose, un beau projet, ça peut être ça. Ça peut être de commencer aujourd'hui pour toi et d'en parler peut-être en famille, à tes proches, pour faire un projet familial, peut-être même autour de ça. De commencer petit à petit à trouver des solutions pour se libérer des algorithmes, pour se libérer de cette fameuse bulle aussi. Et pour commencer à trouver des créateurs de qualité que tu peux suivre, peu importe la plateforme, si c'est sur un site, si c'est sur YouTube, si c'est sur tel réseau social, si c'est une newsletter, si c'est encore autre chose, et commencer à utiliser un lecteur du type Feedbean ou autre qui te permet d'avoir accès uniquement aux personnes que tu suis. Et puis, lorsque tu veux faire des nouvelles découvertes, faire des recherches, ou suivre à chaque fois, moi je trouve très important aussi quand j'ai un créateur que j'aime bien, en qui je fais confiance, tu vois, ou qui m'a apporté quelque chose, quand il va me conseiller un autre contenu, je vais être extrêmement attentif parce que c'est comme une recommandation. Quand un ami te recommande un garagiste, bon, bah, t'as tendance à faire plus confiance dans ce garagiste que quelqu'un que tu vas trouver en tapant garagiste sur Google, tu vois. Et c'est exactement la même chose. Donc en fait, là, il y a une relation qui peut s'installer, qui est beaucoup plus profonde. Tu peux apprendre à connaître un créateur mieux, à connaître finalement un courant ou une idée ou un truc en allant vraiment plus au fond des choses plutôt qu'en restant en surface. Moi, j'ai trouvé que ça m'apportait beaucoup et donc je voudrais te proposer aujourd'hui au moins de réfléchir à ça, à titre personnel et à titre aussi de pratique familiale. Pourquoi pas ? Ça peut être, même si tout le monde dans ta famille n'est pas d'accord ou prêt à faire ça, ça peut être une bonne discussion à avoir. Et je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour en voir plus. Il y a plusieurs vidéos toutes les semaines, donc active les notifications si tu veux rien rater. Tu peux aussi, dans la description, je t'ai mis un lien, être notifié par email à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Donc à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est publiée, il y a un email qui est envoyé. Comme ça, tu es sûr de ne pas en rater. C'est en dessous, dans la description. Et je te dis un grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Excellente journée à toi. Salut chez toi.